Cachée dans un placard, pétrifiée de terreur, une fille de 15 ans entend un prédateur monter l'escalier. Dans un acte désespéré, elle envoie un SMS à son frère pour qu'il la sauve. Mais dans la panique, son doigt glisse, un mauvais numéro. Son appel à l'aide n'atteindra jamais sa famille. Il vient d'atterrir sur le téléphone d'un gang redouté, les Hells Angels. Que se passe-t-il quand la détresse d'une enfant réveille les hors-la-loi les plus dangereux du pays? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable dénouement de cette histoire. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. C'est parti. La pluie ne se contentait pas de tomber sur les forêts de l'Oregon cette nuit-là. Elle châtiait la terre avec une fureur aveugle. C'était un déluge torrentiel impitoyable qui transformait les routes isolées du comté de Joséphine en véritables bourbiers impraticables. Ce mur d'eau noyait l'horizon, effaçait les repères et engloutissait le moindre son extérieur sous un vacarme assourdissant. Pour Abigail, une adolescente de 15 ans, le martèlement incessant des gouttes sur le toit en tôle de leur ferme isolée aurait dû être une présence rassurante, une barrière naturelle contre le reste du monde. Sa mère, Sophie, enchaînait une double garde épuisante à l'hôpital de la région, laissant sa fille seule face à la nuit. Les portes étaient verrouillées à double tour, les volets clos. Le vieux système d'alarme, bien que capricieux, était activé. Tout laissait croire que la maison était une forteresse imprenable. Mais au dehors, dans cette noirceur vorace, la tempête offrait un voile parfait, une couverture inespérée pour quiconque souhaitait ne pas être vu. Debout dans la cuisine, éclairée par la seule lueur blafarde du réfrigérateur, Abigail se versait un verre d'eau. L'atmosphère était lourde, chargée de cette électricité statique qui précède les grands drames. Soudain, avec un dernier bourdonnement d'agonie, le réseau électrique local capitula. La ferme fut instantanément avalée par des ténèbres absolues. Abigail se figea. Le froid du verre se propagea dans sa paume, la seule sensation tangible dans cet océan d'obscurité. Pendant une fraction de seconde, seul le grondement de la pluie persista. Puis, un bruit déchira l'air lourd de la maison. Un fracas net, aigu, d'une violence inouïe. Le son inimitable d'une fenêtre que l'on fracasse avec une force brute en provenance directe du vestibule arrière. Ce n'était pas un caprice du vent. Ce n'était pas une branche morte projetée contre la façade. C'était l'écho glacial d'une intrusion délibérée. Une terreur animale, froide comme de la glace, inonda les veines de l'adolescente. La rationalité disparut en un clin d'œil, remplacée par l'instinct pur. Ses doigts lâchèrent prise. Le verre tomba et se brisa silencieusement sur l'épais tapis de laine. Pas un cri ne franchit ses lèvres. Son cerveau primitif avait déjà pris le relais, verrouillant sa mâchoire pour l'empêcher de signaler sa présence. Dérapant à moitié sur le parquet de chêne massif, elle s'enfuit de la cuisine avec la vélocité de la proie qui vient d'entendre le souffle du prédateur. Elle avala les marches de l'étroit escalier 4 à 4, ses poumons brûlant sous l'effort silencieux. En trombe, elle s'engouffra dans sa chambre et se jeta à corps perdu dans l'étroitesse de son placard. Elle s'enfouit sous une épaisse montagne de manteaux d'hiver, l'odeur piquante de la naphtaline et des vieux parfums floraux de sa mère envahissant ses narines. D'une main tremblante, elle referma les portes à persiennes sur elle. Alors qu'elle tentait de retenir sa respiration, étouffée sous la laine lourde, la réalité de son cauchemar la rattrapa. En bas, le craquement lourd, écrasant et implacable de grosses bottes de travail piétinant les bris de verre résonna dans le couloir. Ce n'était pas un rôdeur ordinaire cherchant à fuir la pluie. Ce pas était mesuré, lourd d'intentions sinistres. Le piège venait de se refermer sur elle. L'obscurité étouffante du placard se referma sur elle comme un linceul. L'air y était rance, saturé par l'odeur piquante de la naphtaline et le parfum floral évanescent qui imprégnait les manteaux d'hiver de sa mère. Chaque inspiration lui brûlait les poumons. Chaque expiration menaçait d'être trop bruyante dans cet espace exigu. Le silence de la maison ne fut rompu que par la vibration sourde du plancher. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau sur l'enclume de ses nerfs. Soudain, une voix s'éleva du bas de l'escalier, perçant le grondement lointain de la tempête. Une voix pâteuse, épaisse, dégoulinante d'une rancœur malsaine. « Sophie, je sais que tu es là. Sophie, tu me dois quelque chose. » Le sang d'Abigail se glaça, paralysant ses membres. Cette intonation vicieuse, cette familiarité tordue, elle la connaissait trop bien. C'était Warren Stokes, un marginal de la région, un repris de justice au passé chargé de violence, rongé par une obsession délirante envers sa mère. Il s'était mis en tête que Sophie lui était redevable d'une dette imaginaire. Il était déjà venu hurler ses menaces devant leur porche par le passé, le visage déformé par la rage, jusqu'à ce que les adjoints du shérif ne l'enchassent manu militari. Mais ce soir,
Les forces de l'ordre étaient mobilisées à des kilomètres de là, engluées dans les carambolages causés par les coulées de boue sur l'autoroute. Warren connaissait la topographie des lieux. Il savait que la ferme était tragiquement isolée. Il savait qu'elle était vulnérable, coupée du reste du monde. L'étau de la panique se resserra douloureusement autour de la poitrine d'Abigail. Ses doigts, engourdis par une sueur froide, fouillèrent frénétiquement la poche de son pantalon de survêtement pour en extirper son téléphone portable. Lorsqu'elle l'alluma, l'écran projeta une lueur crue et aveuglante dans l'habitacle confiné. Telle une proie traquée, conscient que la moindre lumière pouvait signer son arrêt de mort, elle baissa instantanément la luminosité au minimum. Le faisceau blafard éclairait à peine ses propres mains. Des mains qui tremblaient avec une telle violence qu'elle parvenait difficilement à maintenir l'appareil. Elle avait besoin de Kyle, son grand frère. Stationné dans une base de réserve militaire toute proche, Kyle était une force de la nature, un homme pragmatique et protecteur. Avec son pick-up robuste, il pouvait braver la tempête et être là en 15 minutes. 15 minutes, c'était une éternité dans cette maison devenue un piège, mais c'était son unique bouée de sauvetage. Au rez-de-chaussée, le fracas d'un meuble lourd violemment renversé la fit sursauter. Warren saccageait le salon avec une rage méthodique. Il cherchait sa mère, mais son cerveau malade ne tarderait pas à assimiler que Sophie n'était pas rentrée et que l'adolescente de la maison, elle, était coincée entre ses murs. Les larmes brouillant sa vision, la gorge serrée par un sanglot silencieux, Abigail ouvrit l'application de messagerie. Son cœur tambourinait contre ses côtes avec la frénésie désespérée d'un oiseau captif. Elle tapa le numéro de Kyle de mémoire, une séquence familière récitée 1000 fois. Mais dans son état de terreur absolue, terrassée par l'urgence, elle ne remarqua pas la tragique erreur de son geste. Son pouce, glissant sur le verre tactile, dévia d'une fraction de millimètre. Le tout dernier chiffre n'était pas le bon. Avec une lenteur angoissante, s'efforçant de ne faire aucun bruit, elle rédigea sa supplique. Il est entré. En bas. Suis dans le placard. Pitié, aide-moi, Kyle. J'ai si peur. Elle appuya sur envoyer. La petite flèche tourbillonna une seconde avant de se transformer en une simple coche de confirmation. Le message était parti. Dans son esprit d'enfant terrifié, elle venait d'appeler la cavalerie. Elle ignorait alors que ce cri de détresse muet venait de s'égarer, filant à travers les antennes relais fouettées par la pluie, happé par le néon numérique vers un destinataire inconnu. Une erreur d'un seul chiffre qui allait faire basculer l'axe de son univers. À une trentaine de kilomètres de là, l'atmosphère ne pouvait être plus radicalement opposée. L'Aéronorth, une forteresse d'acier et de béton servant de repère local au chapitre des Hells Angels, semblait imperméable à la fureur des éléments. À l'intérieur, l'air était épais, presque palpable, saturé par la fumée âcre des cigarettes, l'odeur musquée du cuir usé et les effluves de bière éventée. Les basses lourdes d'un vieux morceau de rock craché par un jukebox couvraient le martèlement de la pluie, instaurant une bulle de fraternité brute et rugueuse à la marge de la société. Assis au bout de l'imposant comptoir en bois massif, Evan Brox, un colosse que tout le monde dans ce milieu appelait simplement Spider, fixait le vide. C'était un vétéran du club, un homme dans la cinquantaine dont la peau était recouverte d'une tapisserie chaotique d'encre délavée et de cicatrices. Son dos portait le légendaire écusson de la tête de mort ailée, symbole d'une loyauté absolue acquise dans les recoins les plus sombres de ce monde. Il buvait lentement un café noir, le regard perdu dans les reflets d'une enseigne au néon vacillante, lorsqu'une vibration brève rompit sa torpeur. Son téléphone jetable, un appareil prépayé posé près de ses phalanges écorchées, venait de s'illuminer. Spider fronça les sourcils. Seule une poignée d'initiés, des frères d'armes et quelques associés de confiance possédaient ce numéro. D'un geste lent, il saisit l'appareil. La lueur blafarde de l'écran éclaira son visage durci par les épreuves, révélant une barre grisonnante et des yeux d'acier. Il lut les mots en silence. Il est entré. En bas. Suis dans le placard. Pitié, aide-moi, Kyle. J'ai si peur. Le regard de Spider se plissa. La musique du jukebox et le claquement des boules de billard s'estompèrent dans son esprit. Il ne connaissait aucun Kyle. Dans son monde impitoyable, un SMS fortuit annonçant une effraction était presque toujours un piège. Une ruse grossière montée par une bande rivale pour les attirer dans une embuscade, ou l'hameçon d'un shérif zélé cherchant un prétexte pour justifier une descente de police. La paranoïa, bouclier indispensable à sa survie, lui ordonnait de jeter l'appareil à la poubelle. Pourtant, son pouce s'attarda sur l'écran. La syntaxe maladroite, la détresse viscérale de ces quelques mots. Les forces de l'ordre écrivaient avec bien trop de précision lorsqu'elles tentaient de ferrer un suspect. Les voyous ne suppliaient pas de la sorte. Cette phrase ne transpirait ni la ruse ni le vice. Elle transpirait la terreur enfantine.
Spider tapota distraitement le bar avec sa lourde bague en argent en forme de crâne, son esprit tournant à plein régime. La chose la plus simple, la plus rationnelle à faire, était d'effacer ce message. Ce n'était pas son problème. Les affaires civiles ne le regardaient pas, mais le fantôme d'un passé douloureux vint soudain tirailler les lambeaux de sa conscience. Il avait lui-même une fille, une enfant partie vivre sur la côte des années auparavant, chassée par la violence de sa vie de hors-la-loi, et à qui il n'avait pas adressé la parole depuis une décennie. Une boule familière, lourde et rouillée, se forma au creux de son estomac. L'instinct paternel, qu'il croyait mort et enterré sous des couches de cynisme, venait de tressaillir violemment. Face à ce misérable appel dans le vide, l'homme derrière le monstre tatoué ne pouvait se résoudre à détourner le regard. Spider se leva de son tabouret, sa carrure massive projetant une ombre menaçante sur la table de billard située au centre de la pièce. D'une voix grave et rocailleuse qui exigeait l'attention immédiate, il appela Grizzly. Le cliquetis sec des boules de billard cessa d'un coup. William Tanner, surnommé Grizzly, le colossal sergent d'armes du chapitre, releva la tête. C'était une montagne de muscles, un homme aux épaules démesurées dont le rôle principal était de maintenir une discipline de fer et de protéger le territoire du club avec une loyauté féroce. Spider s'approcha et lui tendit le téléphone. Grizzly essuya la craie bleue de ses mains calleuses sur son jean délavé et plissa les yeux pour déchiffrer l'écran lumineux. Autour d'eux, l'atmosphère du bar venait de basculer de manière imperceptible. Quand le sergent d'armes arrêtait ce qu'il faisait, toute la confrérie retenait son souffle. « C'est qui? Kyle » gronda Grizzly, son front lourd se plissant de méfiance. « Aucune idée. Une erreur de numéro, » répondit Spider en croisant les bras. « Mais regarde la syntaxe, regarde la panique dans ces mots. Ce n'est pas un flic qui essaie de nous appâter avec une orthographe pareille. C'est vraiment une gamine. » Les Hells Angels n'étaient pas une milice de quartier. Ils obéissaient à leurs propres lois, vivaient selon leurs propres règles, bien au-delà des frontières et de la morale de la société bien pensante. S'immiscer dans les querelles des civils n'était jamais une option. Sauf que ce code d'honneur marginal comportait un paradoxe inflexible, une ligne rouge gravée dans le marbre de sang. On ne laisse jamais une femme ou un enfant souffrir si l'on a le pouvoir de l'empêcher. Sous le regard insistant de son frère d'armes, Spider tapa rapidement une réponse de ses pouces épais. « Pas Kyle. Faux numéro. Qui es-tu? Où es-tu » Quelques secondes plus tard, l'appareil vibra à nouveau dans sa paume. La réponse désespérée s'afficha, figeant le sang dans les veines des motards. « Je m'appelle Abby. Warren Stokes est entré avec un pied de biche. 4242 route de Pinres. Appelez la police. » Dès que Spider prononça le nom de Warren Stokes à haute voix, un murmure sombre, lourd de haine et de dégoût, parcourut l'assemblée. Stokes, un nom qui puait la trahison. C'était un marginal ravagé par la drogue, une ordure notoire qui devait plus de $2000 au club suite à une transaction douteuse de pièces volées. Savoir ce prédateur erratique, sans doute défoncé jusqu'à l'os, seul avec une adolescente de 15 ans dans une maison isolée provoqua une nausée collective dans la pièce. Grizzly jeta un coup d'œil à l'horloge murale. La route de Pinrest était perchée sur la crête. Avec la tempête qui sévissait, la coulée de boue bloquant l'autoroute principale et les effectifs squelettiques de la police du comté, les forces de l'ordre mettraient au bas mot 1 heure pour atteindre la ferme. 1 heure, c'était un délai mortel. Les traits rudes du sergent d'armes se figèrent dans une expression d'une froideur létale. Il ne laissa place à aucune hésitation. Il se tourna vers le barman. « Verrouille les portes. Coupe la musique. » Son ordre claqua, couvrant le bruit de fond. « Écoutez-moi tous. Warren Stokes est en train de s'en prendre à une gosse sur Pinrest. La police est hors course. Ce déchet a déjà des comptes à rendre au club de toute façon, et je refuse qu'une gamine paie le prix de ses délires sur notre palier. On roule. » Une électricité sauvage, presque primale, s'empara de la pièce. Les chaises grincèrent sur le sol collant, les lourds blousons de cuir furent enfilés dans un bruissement martial. Pendant que la meute s'armait en silence, Spider baissa les yeux vers son écran. Il sentit une poussée d'adrénaline oubliée et tapa un ultime message, priant pour que la jeune fille tienne bon. « Abby, ne fais pas un bruit. Reste dans le placard. On est là dans 5 minutes. » De retour dans la maison plongée dans les ténèbres, l'air s'était épaissi, devenant presque irrespirable. Recroquevillée au fond de sa cachette poussiéreuse, Abigail vivait chaque seconde comme une éternité de torture psychologique. Au rez-de-chaussée, la folie de Warren ne se limitait plus à une simple fouille. C'était une entreprise de démolition méthodique. À travers le plancher, elle percevait le fracas des cadres jetés contre les murs, le bris du verre, le renversement brutal des meubles lourds. Chaque coup résonnait dans la poitrine de l'adolescente comme le battement d'un tambour funèbre. Warren laissait libre cours à sa rage toxique, cherchant frénétiquement une proie qui,
croyait-il, se dérobait à lui. Puis, le carnage cessa un instant. Le silence qui s'ensuivit fut encore plus terrifiant que le vacarme. Il fut brisé par le grincement lent et sinistre de la première marche de l'escalier. Il montait. Le poids de ses bottes écrasait le bois avec une lourdeur qui trahissait son état second. Parvenu sur le palier, l'ombre s'engouffra d'abord dans la chambre principale, celle de Sophie. D'un violent coup de pied, il fit voler la porte en éclats. Depuis son réduit, Abigail sursauta violemment, sa tête heurtant le fond du placard. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour étouffer un gémissement. Le saccage reprit de plus belle. Tiroirs arrachés, matelas retournés, objets personnels réduits en miettes. Warren éructait des injures décousues, crachant son venin contre une femme absente. Après de longues minutes d'une agonie silencieuse, l'ouragan de violence apaisa de nouveau. Les pas, plus lents, plus délibérés cette fois, s'extirpèrent de la chambre maternelle pour s'engager dans le couloir. Ils se dirigeaient vers elle. Warren avait compris. Dans son délire paranoïaque et chimiquement altéré, il avait perçu une présence. La porte de la chambre d'Abigail s'ouvrit dans un gémissement aigu qui sembla déchirer la nuit. L'adolescente cessa de respirer. Ses poumons la brûlaient. Sa cage thoracique menaçait d'exploser sous la pression de son cœur affolé. À travers les fentes obliques des persiennes, un fin faisceau de lampes torches balaya frénétiquement la pièce, illuminant la poussière en suspension dans l'air glacé. Puis, le faisceau disparut, remplacé par une masse sombre qui obstrua la faible clarté passant sous la porte. Warren se tenait là, à quelques centimètres à peine. Elle pouvait entendre sa respiration sifflante, humide, animale. Le tueur savait pertinemment où sa proie s'était terrée. Lentement, avec un sadisme glaçant, il commença à tapoter l'extrémité métallique de son lourd pied de biche contre le cadre en bois du lit. Le bruit sec et grinçant résonna dans l'obscurité. Ce cliquetis régulier était une promesse de mort, une berceuse macabre jouée par un prédateur sur de sa victoire. La fin semblait inéluctable, suspendue au-dessus de la tête de la jeune fille, uniquement retenue par la mince épaisseur de ses lamelles de bois fragile. Abigail serra les poings, les yeux écarquillés dans le noir, se préparant mentalement à l'instant fatidique où le bois céderait, l'esprit suspendu à un miracle qu'elle n'osait plus espérer. La main calleuse et crasseuse de Warren se posa enfin sur la poignée en laiton du placard. Le métal grinça sous sa poigne. Abigail ferma les yeux, l'esprit vidé par l'horreur, les muscles tendus à l'extrême, prête à pousser le hurlement de sa vie. La mort n'était plus qu'à une fraction de seconde, séparée d'elle par un simple loquet rouillé. Soudain, avant même que le mécanisme ne s'enclenche, une vibration sourde, profonde et presque sismique, rampa insidieusement sous les lattes du plancher. Ce n'était pas le grondement lointain et chaotique du tonnerre d'Oregon. C'était une secousse continue, purement mécanique, une fréquence basse et ténébreuse qui résonnait directement dans les os et faisait frémir la poussière accumulée sur les plinthes. Le bourdonnement enfla avec une rapidité fulgurante, engloutissant le fracas de la pluie torrentielle pour se muer en un rugissement d'une puissance inouïe. 12 moteurs Vethwin lourdement modifiés, poussés sans ménagement à la limite de la zone rouge, déchiraient la boue de l'allée sinueuse menant à la ferme. La symphonie gutturale de l'acier chromé et du carburant en fusion, crachée par des pots d'échappement libres, fit littéralement trembler les vitres centenaires de la maison. À travers les fines persiennes de sa cachette, Abigail vit les ténèbres de sa chambre voler en éclats. Un déluge de lumière blanche et aveuglante balaya les murs tapissés de motifs floraux. Les phares longs portaient des motos, perçant sans pitié le rideau de pluie oblique, projetaient des ombres étirées, gigantesques et chaotiques qui dansaient furieusement autour du lit défait. La poignée du placard fut brusquement relâchée. Le cliquetis du métal cessa. Warren recula d'un pas chancelant, son visage blême et ravagé soudainement baigné par cette lumière crue venue de l'extérieur. La confusion la plus totale balaya la malice perverse de ses traits. Attiré malgré lui par ce vacarme apocalyptique qui semblait déchirer la nuit en deux, il abandonna sa proie, tituba jusqu'à la fenêtre et colla son front moite contre la vitre ruisselante. Ce qu'il vit en contrebas pétrifia le sang dans ses veines et figea l'air dans ses poumons. 12 imposantes Harley-Davidson personnalisées formaient un demi-cercle défensif, parfait et implacable, autour du poste d'entrée. Leur moteur massif tournait désormais au ralenti, crachant un rythme saccadé, lourd et menaçant, qui semblait faire vibrer la terre elle-même. Assis à califourchon sur ces monstres d'acier, des hommes immenses, drapés dans des cuirs noirs détrompés et des vestes en dénime effiloché, fixaient la façade de la maison avec une intensité meurtrière. Même à travers le déluge, la lumière des phares accrochait les sinistres écussons brodés dans leur dos, la célèbre tête de mort ailée. Les Hells Angels étaient là, en chair et en os, au milieu de nulle part. L'arrogance chimique qui animait le marginal s'évapora instantanément.
Son illusion de toute puissance vola en éclats, le laissant tremblant de tout son être, incapable de formuler une pensée cohérente. Warren connaissait la réputation de cette confrérie. Il savait pertinemment à qui il devait de l'argent et quel prix sanglant ces hommes exigeaient pour la trahison. En l'espace d'un battement de cils, le rapport de force venait de basculer avec une violence inouïe. Le prédateur sadique, qui savourait la terreur d'une enfant quelques secondes plus tôt, venait brutalement de réaliser sa propre vulnérabilité. Il était piégé à l'étage. Il venait de devenir la proie d'une meute de loups impitoyables, et le piège était refermé sans le moindre espoir de fuite. En bas, le bois de la véranda gémit sous un poids écrasant. Sans sommation, sans le moindre avertissement, un fracas d'une violence inouïe pulvérisa le vacarme de la tempête. D'un seul coup de botte dévastateur, Grizzly venait de faire sauter le lourd pêne dormant en acier. La porte d'entrée en chêne massif, pourtant robuste, vola en éclats et alla s'écraser contre le mur du salon avec le bruit sourd d'une explosion. L'invasion fut instantanée, silencieuse et d'une précision glaçante. Il n'y eut ni cri chaotique, ni hésitation désordonnée. Les hors-la-loi investirent le rez-de-chaussée avec la rigueur létale d'une unité paramilitaire d'élite. Habitués aux descentes de police et aux sanglantes guerres de territoire, ces hommes n'avaient pas besoin de parler. Des faisceaux de lampes torches épaisses balayèrent l'obscurité, fendant les ténèbres pour sécuriser chaque recoin, chaque angle mort. L'odeur de l'orage se mêla brusquement à celle du cuir détrempé, de l'huile de moteur et d'une violence imminente. En quelques secondes, la cuisine, le salon et l'accès arrière étaient verrouillés par des montagnes de muscles armés de lourdes chaînes et de clés anglaises. À l'étage, l'écho de cette braise spectaculaire fit l'effet d'une décharge électrique sur Warren. Le pied de biche glissa de ses mains moites et heurta le sol dans un tintement lugubre. Son regard affolé fouilla la pièce, cherchant désespérément une issue qui n'existait pas. La fenêtre, une chute de plusieurs mètres l'y attendait, suivie d'une réception au milieu d'un comité d'accueil impitoyable. L'escalier, déjà condamné par le martèlement sourd et régulier des bottes entamant leur inéluctable ascension. L'adrénaline de la drogue, autrefois le moteur de son arrogance, se mua en une panique animale, grelottante et misérable. Piégé comme un rat, acculé contre le papier peint fleuri du couloir, Warren prit la décision la plus stupide de sa pathétique existence. Poussé par un instinct de survie primaire, il ramassa son outil en fer forgé, prêt à abattre le premier qui franchirait le seuil. Son bras était à peine levé qu'une ombre gigantesque obscurcit l'encadrement de la porte de la chambre. C'était Tank, le colosse, ruisselant de pluie, le visage à moitié dissimulé par un bandana noir, dégageait une aura de sauvagerie pure. Warren esquissa un mouvement de balancier, un élan dérisoire face à cette force de la nature. Tank n'esquiva même pas. Il ne prit pas la peine d'armer un coup de poing. Avec une vélocité terrifiante pour un homme de ce gabarit, il réduisit la distance et percuta le marginal de toute la masse de son épaule, tel un bélier d'assaut franchissant des remparts. L'impact fut brutal, sec, écrasant. Warren fut soulevé de terre avant d'être projeté violemment en arrière. Son crâne et son dos heurtèrent la cloison avec une force telle que le plâtre craqua de toutes parts, s'étoilant sous le choc. Avant même que le corps disloqué du toxicomane ne puisse glisser vers le plancher, l'immense main calleuse de Tank se referma sur sa gorge, le clouant littéralement au mur, les pieds battant le vide. Une violence froide, chirurgicale, sans la moindre trace d'émotion. Warren émit un gargouillis pitoyable, suffocant instantanément. Grizzly apparut sur le palier l'instant suivant, dominant la scène de toute sa stature intimidante. D'un simple regard circulaire et d'un hochement de tête imperceptible, le sergent d'armes confirma que la menace était neutralisée. En moins de 60 secondes, l'enfer de cette ferme isolée venait de changer de maître. Pendant que Tank maintenait d'une poigne de fer le ravisseur suffocant, une autre silhouette se détacha de l'obscurité du palier. Evan Brox pénétra lentement dans la chambre saccagée. L'imposant motard, dont les cuirs ruisselaient encore des trompes d'eau extérieures, empestait le tabac froid, l'huile de moteur et la fureur de la tempête. Son visage tailladé par les épreuves, dissimulé sous une barbe hirsute et des tatouages menaçants grimpant jusque sur son cou, lui donnait l'allure d'un exécuteur implacable. Pourtant, en s'avançant vers les portes à persiennes du placard, il prit un soin infini à éviter les débris de verre et de bois qui jonchaient le sol. Ses lourdes bottes se posèrent avec une délicatesse presque irréelle, étouffant ses propres pas. Il s'arrêta à quelques centimètres du refuge. À l'intérieur, à travers le bois, il percevait le souffle court, saccadé et terrifié d'un oiseau pris au piège. Conscient de l'effroi qu'il inspirait naturellement, Spider fit un geste qui défiait toutes les règles de son monde de violence. Il entr'ouvrit lentement son blouson pour paraître moins massif et posa un genou à terre, s'abaissant au niveau de l'enfant pour ne pas la dominer de toute sa hauteur.
Lorsqu'il prit la parole, sa voix n'avait plus rien du grondement rocailleux et autoritaire qui commandait le respect dans les rades malfamés. Ce fut un baryton profond, vibrant d'une douceur protectrice insoupçonnée. « Abby » murmura-t-il, laissant le prénom flotter dans l'air lourd de la pièce. « Je m'appelle Spider. C'est avec moi que tu as communiqué. » Dans le noir absolu de sa cachette, l'adolescente réprima un hoquet, incapable de formuler la moindre réponse, terrassée par une méfiance viscérale. Comprenant cette hésitation légitime après l'horreur qu'elle venait de frôler, le vétéran ne força pas l'entrée. Il plongea sa main couverte de cicatrices dans sa poche et en sortit son téléphone jetable. Avec une lenteur calculée, il le glissa sous l'interstice de la porte. L'écran lumineux éclaira le parquet poussiéreux. « Regarde la lumière, Abby !» reprit-il avec une patience inébranlable. « Tu vois le message? Tu t'es trompé de numéro dans la panique, mais on t'a entendu. Le cauchemar est terminé. L'homme qui te voulait du mal ne te touchera plus jamais. Tu as ma parole. » Derrière le barrage de bois, une main frêle et tremblante s'empara de l'appareil. Les yeux noyés de larmes, Abigail déchiffra ses propres mots désespérés, suivis de la promesse des 5 minutes. Le loquet cliqueta enfin, un bruit métallique qui sonna comme une délivrance. Les portes s'entr'ouvrirent dans un grincement timide. La jeune fille, les vêtements couverts de poussière, s'extirpa de sa prison de fortune. En levant le visage, elle découvrit ce géant agenouillé. Ce monstre aux allures de cauchemar dont le regard sombre, encadré de rides creusées par une vie de hors-la-loi, débordait soudain d'une chaleur humaine bouleversante. Les ultimes digues de sa résistance cédèrent. L'adrénaline qui l'avait maintenue en vie s'évapora d'un coup et ses genoux se dérobèrent. Avant qu'elle ne touche le sol, les bras massifs de Spider la rattrapèrent avec une précaution quasi paternelle, bloquant habilement son champ de vision pour lui épargner la vue du prédateur, toujours plaqué au mur par Tank. « Doucement, je te tiens », murmura-t-il en l'aidant à se relever. Il la guida vers l'escalier ruiné pour l'éloigner de cette chambre maudite. La descente vers le rez-de-chaussée offrit à l'adolescente un spectacle d'une intensité surréaliste. Le salon dévasté était désormais quadrillé par le reste de l'escouade. Mais à l'instant où la jeune fille apparut sur les marches, flanquée de son colosse protecteur, un silence religieux s'abattit sur la pièce. Ces hommes endurcis, ces parias que la société jugeait infréquentables, cessèrent instantanément leur ronde. Dans un accord tacite d'une noblesse inouïe, les géants de cuir s'écartèrent pour lui ouvrir le passage. Un à un, ils ôtèrent leurs mains de leurs armes et abaissèrent respectueusement, les yeux vers le sol. Une garde d'honneur silencieuse et solennelle, offrant à cet enfant brisé le respect absolu d'une armée de l'ombre venue des ténèbres pour la ramener à la lumière. Installée sur l'unique chaise encore intacte de la cuisine dévastée, Abigail prit la bouteille d'eau que Spider lui tendait avec une douceur inattendue. Pendant que la jeune fille buvait à petites gorgées pour apaiser les tremblements qui secouaient encore ses épaules, le colosse sortit son téléphone et composa le numéro de l'hôpital pour prévenir sa mère. Au même instant, un bruit lourd et traînant résonna dans l'escalier. Grizzly et Tank descendirent, soutenant à moitié un Warren Stokes blême et pathétique. Les mains du marginal étaient désormais solidement entravées dans le dos par d'épais colliers de serrage industriel. Il avait perdu toute sa superbe. Son essayé et son regard fuyaient pitoyablement le sol. Tank le força à s'agenouiller brutalement au centre du salon. Grizzly s'avança vers la cuisine, le visage fermé, et posa une petite boîte en métal cabossée sur le plan de travail. Ce déchet ne venait pas seulement assouvir une vengeance personnelle, gronda le sergent d'armes en balayant le prisonnier d'un regard chargé de mépris. Il cherchait ça. Les yeux rougis par les larmes, Abigail reconnut immédiatement le coffret. Les pièces du cauchemar s'assemblèrent d'un coup dans son esprit meurtri. D'une voix chevrotante, elle expliqua que sa mère, préparatrice en pharmacie à l'hôpital régional, avait trouvé un petit carnet noir dans les vêtements de Warren lorsque celui-ci avait été admis aux urgences pour une overdose quelques jours plus tôt. Ce registre crypté détaillait un trafic d'une ampleur terrifiante. Des milliers de pilules, des patchs de fentanyl et de puissants opiacés siphonnaient des stocks médicaux. Warren n'était qu'un rouage, envoyé en urgence pour détruire les preuves avant que Sophie ne puisse les remettre aux autorités locales. Une atmosphère d'une lourdeur insoutenable s'abattit sur la pièce. Les Hells Angels vivaient peut-être en marre de la légalité, mais ils vouaient une haine viscérale et absolue au fléau des opiacés de synthèse qui décimaient les communautés ouvrières de leur région. Qu'un minable voyou s'en prenne à une mère isolée et à sa fille adolescente pour protéger le commerce de cette mort chimique franchissait une ligne rouge que la confrérie ne pardonnait sous aucun prétexte. La fureur silencieuse de ces hommes, palpable dans la crispation de leurs poings, pesait sur le salon bien plus lourdement que n'importe quelle menace. Près d'une heure plus tard, les lueurs stroboscopiques rouges et bleues des gyrophares parvinrent enfin à percer l'obscurité poisseuse de la crête de Pinrest. Lorsque les adjoints du shérif sortirent de leur véhicule, la main sur l'étui de leur arme,
Ils se figèrent de stupeur. Au lieu d'une scène de crime ordinaire, ils firent face aux redoutables membres de l'Iron Horse, alignés en une formation défensive impénétrable. Avec une ironie glaciale qui contrastait avec la fureur de la tempête, Grizzly s'avança vers les agents médusés. Il leur remit le coffret métallique contenant les preuves avant de pointer un doigt recouvert de cuir vers l'intérieur de la ferme. « Le paquet est ligoté dans le salon, messieurs, lança-t-il d'un ton rocailleux. On a sécurisé la zone. Vous n'avez plus qu'à faire le ménage. » Avant même que le plus ancien des policiers ne puisse articuler une réponse, une berline usée dérapa sauvagement dans la boue de l'allée. Sophie s'en extirpa précipitamment, ignorant la pluie battante, les motos chromées et les insignes officiels. Le cri de désespoir maternel qu'elle poussa déchira la nuit. Abigail s'élança depuis le porche pour s'effondrer dans les bras de sa mère, toutes deux fondant en larmes dans une étreinte désespérée qui semblait vouloir conjurer la mort elle-même. En retrait sur le porche, Spider observa la scène en silence. Le nœud de tension qui enserrait sa poitrine depuis qu'il avait lu ce SMS erratique se relâcha enfin. Il croisa le regard de la mère, baigné d'une gratitude indicible, et lui adressa un lent hochement de tête empreint d'un profond respect. Sur un coup de sifflet bref de Grizzly, la meute se remit en selle. Le rugissement synchronisé des 12 moteurs noya le crépitement des radios de la police, et les protecteurs de l'ombre disparurent dans les ténèbres orageuses, abandonnant derrière eux une famille arrachée à l'enfer et un prédateur livré à son sort. 8 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la tempête. Les stigmates de l'effraction avaient été réparés, et un semblant de quiétude avait doucement repris ses droits au sein de la ferme isolée de Pinrest. Mais dans les coulisses feutrées du pouvoir local, une autre tempête, bien plus insidieuse, se préparait à éclater. Le docteur Samuel Whitman, chef du pôle médical de l'hôpital régional et véritable architecte du vaste réseau de trafic d'opiacés, sentait l'étau du FBI se resserrer inexorablement sur sa carrière et sa liberté. Acculé, terrifié à l'idée de troquer ses costumes sur mesure contre l'uniforme d'un pénitencier fédéral, cet homme aux mains prétendument propres prit une décision d'une lâcheté inouïe. Il piocha dans ses comptes occultes pour s'offrir les services d'une équipe de nettoyeurs professionnels, des mercenaires lourdement armés affiliés au cartel du Sud. Leur mission était simple, chirurgicale et sans appel. Effacer définitivement les 2 seuls témoins capables de le lier au registre noir. Sophie et Abigail ne devaient pas voir le lever du jour. Par une nuit moite et sans lune, un SUV noir aux vitres teintées s'immobilisa tout feu éteint à l'orée de la forêt bordant la propriété des haies. 4 hommes en tenue tactique sombre, équipés de fusils d'assaut munis de silencieux, s'enfoncèrent dans les bois avec la fluidité de prédateurs nocturnes. Ils communiquaient par signes imperceptibles, avançant avec une précision militaire vers la maison endormie. Ils se croyaient au sommet de la chaîne alimentaire, les maîtres absolus de cette nuit d'encre. C'était une erreur de jugement d'une ampleur fatale. Ils ignoraient que dans ce monde interlope, certaines promesses défiaient le temps et les lois des hommes. Spider n'avait jamais fixé de date d'expiration à la protection qu'il avait offerte à cette jeune fille. Perché dans le feuillage dense d'un chêne centenaire, Tank observait la lente progression des mercenaires à travers la lentille fluorescente de ses jumelles à vision thermique. D'une pression silencieuse sur son micro, il signala les intrus. Au sol, fondus dans les ombres poisseuses de la propriété, Grizzly, Spider et quelques autres frères d'armes attendaient patiemment. Cette fois, il n'y aurait ni rugissement de moteur tonitruant, ni avertissement spectaculaire. Le club allait répondre à cette tentative d'assassinat ciblée par une guerre de guérilla silencieuse et brutale. Lorsque les 2 premiers tueurs contournèrent la carcasse d'un vieux tracteur pour approcher du porche arrière, la riposte fut foudroyante. Grizzly surgit des ténèbres avec la vélocité insaisissable d'un spectre. D'un mouvement d'une puissance colossale, il saisit le tireur de queue par son gilet tactique et lui asséna un coup de crosse dévastateur à la base du crâne. L'homme s'effondra comme une masse morte, sans même esquisser un râle. Alerté par le déplacement d'air, le chef de l'escouade pivota avec un réflexe de professionnel, son âme prête à cracher la mort. Il se retrouva instantanément pétrifié, fixant le trou noir du canon de l'arme de Spider, pressé fermement entre ses 2 yeux. Simultanément, à l'avant de la bâtisse, les 2 autres tueurs furent soudainement désorientés par le cliquetis métallique d'une clé anglaise frappée contre un tronc d'arbre. Avant qu'ils ne puissent ajuster leur visée dans l'obscurité, un projecteur aveuglant d'1 million de bougies dissimulées sous les branchages leur calcina littéralement les rétines. Désarmés avec une violence inouïe, terrassés et ligotés avec d'épais colliers de serrage en moins de 60 secondes, les mercenaires d'élite comprirent avec terreur qu'ils venaient de croiser la route d'une armée bien plus redoutable qu'eux. À l'intérieur de la ferme, bercés par un silence absolu protecteur, Sophie et Abigail continuaient de dormir paisiblement, ignorant totalement que leurs anges gardiens vêtus de cuir venaient, une fois encore, de repousser la faucheuse loin de leur foyer. À 4 heures du matin,
Le parking souterrain de l'hôpital régional ressemblait à un mausolée de béton, baigné par la lueur blafarde et grésillante des néons. L'air y était froid, stérile, et le silence n'était troublé que par le bourdonnement lointain de la ventilation. Le docteur Samuel Whitman, engoncé dans son élégant manteau de cachemire, marchait d'un pas saccadé vers sa luxueuse berline allemande. Ses nerfs étaient à vif, tordus par l'anxiété et le manque de sommeil. Il gardait les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, guettant avec une impatience maladive le message crypté qui lui confirmerait que le contrat était rempli, que les 2 femmes étaient mortes et que son brillant avenir était définitivement sauvé. Lorsqu'il appuya sur sa télécommande, les phares de la berline clignotèrent dans la pénombre. Il n'eut pas le temps d'effleurer la poignée. Une masse titanesque, vêtue de cuir et de dénime, se détacha brusquement de l'angle mort d'un pilier en béton. Avant même que son cerveau de chirurgien n'ait pu analyser la menace, un bras aux proportions herculéennes s'abattit sur lui. Spider le projeta avec une violence inouïe contre la carrosserie de la voiture. L'impact expulsa violemment l'air des poumons du médecin, le laissant haletant, les pieds frôlant à peine le sol huilé du garage. Sous la lumière clinique et impitoyable du parking, l'écusson de la tête de mort ailée brodée sur la poitrine du motard semblait ricaner d'une façon macabre. Whitman écarquilla les yeux, la panique absolue terrassant son arrogance de notable. Il reconnut instantanément les couleurs de l'Iron Horse. « Vous, que voulez-vous » balbutia le médecin, la voix étranglée par l'avant-bras massif qui lui écrasait la trachée. « J'ai de l'argent. Je peux vous payer le double. » Le visage buriné de Spider s'approcha à quelques millimètres du sien. L'odeur de tabac froid, de pluie et de cuir brut envahit les sens du médecin. « Je n'en ai que faire de votre argent sale, docteur » gronda le motard d'une voix si basse et si caverneuse qu'elle semblait résonner dans les entrailles mêmes de la terre. « Écoutez-moi très attentivement. Vos 4 mercenaires ne vous enverront aucun message. Ils sont actuellement ligotés à des troncs de pin dans la forêt, en attendant que le shérif ne vienne les ramasser. Et croyez-moi, ils ont chanté à la première note. » Le teint de Whitman vira à la cendre. Ses jambes se dérobèrent, et seule la poigne d'acier de son agresseur l'empêchait de s'effondrer. « Je suis venu vous livrer une ordonnance, » poursuivit Spider, chaque mot distillant une menace mortelle. « Demain matin, les fédéraux vont défoncer la porte de votre belle villa. Vous n'opposerez aucune résistance. Vous allez plaider coupable pour chaque chef d'inculpation. Et surtout, vous allez effacer à tout jamais le nom de Sophie et Abigail de votre mémoire. Vous ne les citerez ni dans vos dépositions, ni à vos avocats. » Spider resserra sa prise, plantant son regard d'obsidienne dans les yeux larmoyants du notable corrompu. Parce que si vous osez prononcer leur nom, si vous essayez de les entraîner dans votre chute, comprenez bien une chose. Les murs d'un pénitencier fédéral ne vous protégeront pas de notre colère. Nous avons des frères dans les quartiers de très haute sécurité de chaque prison de ce pays. Est-ce que c'est parfaitement clair? Whitman, terrassé par l'épouvante, incapable de formuler une phrase cohérente, hocha frénétiquement la tête. Les larmes de la défaite coulaient sur ses joues blêmes. Équerré, Spider le relâcha d'un coup. Le chef de l'hôpital s'écroula pitoyablement sur le béton froid. Sans lui accorder un regard supplémentaire, le vétéran tourna les talons. Quelques secondes plus tard, le rugissement assourdissant de sa moto déchira le silence clinique du sous-sol, emportant le justicier de l'ombre vers les lueurs de l'aube. Le procès de Warren Stock s'ouvrit par une matinée glaciale d'octobre. Dans la salle d'audience bondée du tribunal du comté de Joséphine, l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension asphyxiante. À la barre des témoins, Abigail, désormais âgée de 15 ans, serrait convulsivement les rebords du pupitre. L'avocat de la défense, un homme au sourire carnassier nommé Peterson, arpentait le plancher de chêne avec une assurance écœurante. Sa stratégie était d'une cruauté banale mais redoutable, détruire psychologiquement l'adolescente. Avec une condescendance calculée, il remettait en question sa perception des événements, insistant sur l'obscurité, la panique, tentant de peindre son client non pas comme un prédateur, mais comme un homme malade et confus cherchant de l'aide. Abigail sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle revivait le cauchemar, acculée sous le regard inquisiteur du jury. Soudain, un grincement souffritèrent les envolées lyriques de l'avocat. Les lourdes doubles portes en chêne massif situées au fond de la salle s'ouvrirent lentement. L'air sembla subitement se figer. Le juge lui-même suspendit son marteau en plein vol. 12 hommes d'une carrure monumentale pénétrèrent en silence dans le sanctuaire de la justice. Ils ne portaient pas leur célèbre cuir, le règlement l'interdisait. À la place, ils arboraient des costumes sombres, stricts, qui semblaient sur le point de craquer sous la tension de leurs muscles. Les tatouages débordaient des cols et des manchettes, trahissant leur véritable nature. L'Iron Horse venait d'entrer au complet. Grizzly,
Tank et Spider en tête, ils prirent place dans les 2 dernières rangées avec un ensemble lourd et menaçant, ignorant les huissiers nerveux. Ils croisèrent les bras, fixant intensément le banc de la défense. Warren Stock se retourna. Lorsqu'il croisa le regard froid, mortel et absolu de Grizzly, la couleur déserta son visage en une fraction de seconde. L'arrogance de son procès vola en éclats, balayé par le souvenir glaçant des colliers de serrage et de la nuit de terreur dans la ferme. Pris d'une panique viscérale, il agrippa violemment la manche de son avocat. Arrêtez, tissa-t-il avec l'énergie du désespoir, assez fort pour que le premier rang l'entende. Ne lui posez plus aucune question. Changez le plaidoyer. Changez le plaidoyer en coupable. Immédiatement. Maître Peterson, déconcerté, tenta de protester, mais un seul regard terrifié vers la muraille de costumes sombres au fond de la salle lui fit comprendre que son client ne survivrait pas à son premier soir en détention s'il continuait. Le juge, abasourdi par ce revirement de situation théâtrale, déclara une suspension d'audience immédiate. Dans le brouhaha qui s'ensuivit, Abigail ignora l'agitation autour d'elle. Elle tourna la tête vers le fond de la salle. À travers la foule, ses yeux trouvèrent Spider. Sous les néons blafards du tribunal, le géant tatoué ne sourit pas, mais en croisant le regard de la jeune fille qu'il avait sauvée, il inclina lentement la tête. Un signe de profond respect, scellant à jamais le pacte silencieux conclu dans l'obscurité d'un placard. Abigail lui rendit son salut. Dans un monde qui s'évertue à tracer des lignes claires entre les héros et les monstres, la véritable justice écrit parfois dans les marges les plus sombres. La nuit où une enfant terrifiée s'est trompée de numéro, elle n'a pas convoqué la loi, mais le chaos. Pourtant, lorsque les ténèbres ont menacé d'engloutir l'innocence, ces hors-la-loi ont prouvé que les véritables anges gardiens ne portent pas toujours des auréoles. Parfois, ils roulent sur l'acier, drapés de cuir noir. Si cette histoire poignante de protection, de rédemption et de justice inattendue vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire résonner ce récit. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Votre soutien est notre plus grande force et chaque clic nous aide à continuer. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'âme humaine.